Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bonne année à tous, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe. Et puis bienvenue pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et au Savoyarde. Écoutez, je suis super content de vous retrouver pour cette première émission de 2024. Et comme d'habitude, je serai accompagné de Laurine. Comment tu vas, Laurine ? Ouais, ça va super, et toi ? Les fêtes très bien passé les fêtes. La bonne année. Tout tranquillement. Parfait. Et j'espère qu'en tout cas que toi aussi. Ouais, super, c'était génial. Incroyable. Et écoute, on est également avec Justine qui est avec nous sur le plateau. Comment tu vas ? Ça va très bien. Très contente d'être de retour au studio pour cette nouvelle année. Génial. Écoute, on est content de t'avoir avec nous. Comme d'habitude, tu vas nous faire une chronique aux petits oignons sur la fin de l'émission. Et puis bien sûr, pour finir, on a Driss qui nous accompagne également ce soir. Comment tu vas, Driss ? Ça va nickel, bonjour à tous. Très beau programme pour notre retour, donc ça fait énormément plaisir. Exactement, on a un super programme et puis je vais vous le conter tout de suite. On va commencer avec une page Grande Odyssée, et oui, l'événement incontournable de cette saison hivernale, et pour l'occasion, on aura un musher très expérimenté qui va venir nous en parler. Ensuite, on va avoir une page sport de combat, et oui, un stage de self-défense qui va avoir lieu dans les jours qui viennent, de self-défense et de boxe anglaise, organisé par le club France Boxe d'Aix-les-Bains. Et pour finir, bien sûr, on aura les chroniques, on écoutera les chroniques de Driss et Justine qui vont nous partager les dernières actualités sportives savoyardes et puis les rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, tout de suite, comme je viens de vous le dire, on va débuter avec cette mythique course de chiens de traîneau qui aura lieu du 13 au 25 janvier prochain. Cette année, c'est vraiment la 20e édition de la Grande Odyssée. Il faut savoir que c'est plus de 50 000 spectateurs qui viennent chaque année en faire l'expérience au cœur des 20 stations, villages et villes de la région. Et voilà, qui de mieux pour nous en parler que Jean Combazard, musher très expérimenté de cet événement. Bonsoir Jean, comment vous allez ? Impatient d'être à vendredi pour prendre la route pour arriver sur Megève pour cette 20e édition de la Grande Odyssée VVF. Super, écoutez, on est ravis de vous avoir sur cette émission. Ça fait vraiment plaisir parce que la Grande Odyssée, c'est une étape clé justement de cette saison hivernale, et puis dans les sports d'hiver un peu insolites, là on est vraiment servi. Et moi je vais vous demander tout de suite, comment ça se passe justement pour vous la préparation pour ce grand jour ? La préparation, c'est une préparation qui a commencé depuis le mois de septembre pour préparer les chiens. La première chose, pour que les chiens soient en forme pour cet événement, parce que c'est quand même une des plus grandes courses, je dirais, en Europe, par son dénivelé et puis par ses pistes. Donc il faut que les chiens soient bien entraînés, que le musher soit aussi entraîné. Et puis après, maintenant, là, on est sur la préparation, donc préparation du camion avec chaque chose bien à sa place, la nourriture pour les chiens, les traîneaux, les lignes de trait, les crèmes pour les soins des chiens, enfin bon, tout ce qu'il y a besoin pour ces 2 semaines de course. Écoutez, on a l'impression effectivement que c'est une grosse préparation. Là, vous me paraissez hyper minutieux, et ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça. Et racontez-nous justement un petit peu d'où vient cette passion pour les chiens de traîneau, d'où elle vous vient justement. Moi, la passion pour les chiens de traîneau, c'est pas une passion qui est... Bon, j'ai vu des reportages de Paul-Louis Victor quand j'étais enfant, parce que j'ai 63 ans, donc on était sur des télévisions en noir et blanc. Bon, ça permet de rêver, mais je pensais sincèrement pas arriver à ce que je fais aujourd'hui avec mes chiens. Parce que ma première chienne que j'ai eue maintenant il y a plus de 32 ans, c'était juste pour m'accompagner courir, faire de la course à pied, parce que moi je fais du trail en montagne, des choses comme ça, je fais de la course à pied, et puis j'en avais assez d'être seul. Donc j'ai pris une chienne, un Sibérien Husky. Et puis petit à petit, a fait que on a commencé on a vu des compétitions, et puis on a dit ça serait pas mal, on a fait une portée, et puis 2 portées, et puis 3 portées, jusqu'en 99, on a été pour la première fois champion d'Europe de chiens pure race. Et puis les choses ont fait qu'en 2008, donc c'est-à-dire pour la 3e édition de la Grande Odyssée, on avait suffisamment de chiens et on a envoyé un dossier de candidature à Henri Cam à l'époque. Et puis
Il nous a sélectionnés et depuis 2008, on est tous les ans sur la Grande Odyssée. C'est notre course de l'année. Nous, c'est les grands espaces avec nos chiens. C'est une vie partagée avec eux. Et puis on se fait plaisir tout au long de ces 12 jours de course tous les ans maintenant. Ouais, vraiment, on a l'impression que vous pourriez, entre guillemets, aujourd'hui, plus faire votre vie comme avant, en tout cas sans vos chiens. Ça fait partie intégrante de votre quotidien. Ah bah, ça fait partie intégrante, oui, du quotidien, parce que le chien, comme je dis tout le temps à tout le monde, c'est pas comme quelqu'un qui est passionné par la moto, où le jour où il pleut, la moto on la laisse dans le garage. Les chiens, on s'en occupe tous les jours. Tous les jours, c'est 365 jours par an. Les chiens, c'est des soins au quotidien, c'est toutes ces choses-là. Et puis bon, c'est vrai que là j'ai fait un raccourci parce que je pense qu'on n'a pas énormément de temps, mais autrement on vit pour nos chiens. Oui, c'est vrai que de toute manière. En plus, bon, on dit que c'est un sport, mais c'est un sport de haut niveau parce que d'arriver à faire ce type de compétition, c'est quand même des courses qui sont quand même dures, difficiles en endurance aussi bien pour les chiens que pour le musher. Et puis après, naturellement, on a toujours une équipe avec nous. On est une équipe de 2 handlers. Moi, j'ai mon épouse et puis j'ai une amie de la famille qui est vétérinaire et qui nous suit cette année parce que jusqu'à présent, j'avais toujours Amélie qui est notre ostéo pour les chiens. Mais bon, elle a eu un gros événement cette année, elle a eu un bébé, donc mi-décembre, donc elle pourra pas être avec nous cette année. Donc c'est quelqu'un de la famille qui vient avec nous, qui est vétérinaire cette année pour s'occuper des chiens une fois que la course est terminée, parce que il n'y a pas que la course. Dans la course, il n'y a pas que la course, il y a plein de choses à côté de ça. Les chiens, une fois qu'ils sont arrivés, il y a tous les soins à faire sur les chiens, les massages, la récupération, les hydrater, les nourrir, voir s'il n'y a pas des petits bobos sur les coussinets. Enfin bon, il y a plein de choses à voir. Et donc, c'est pour ça qu'on est une équipe de 3. C'est pour ça que j'ai tendance à dire nous plutôt qu'un jeu. Voilà. Moi, je rebondis, je vais vous poser une question, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent. Comment, tout à l'heure on parlait d'entraînement, alors déjà personnel certes, mais comment se prépare la préparation justement physique des chiens? Comment on peut préparer des chiens à être capable de courir sur de telles distances? Alors, il y a plusieurs façons de préparer les chiens, parce qu'il y a déjà en fonction de là où on habite. Moi, pour vous dire, je suis en Seine-et-Marne. Donc, limite Marne, limite les premières vignes de Champagne. Donc, on entraîne nos chiens que sur terre. Que sur terre, avec très peu de dénivelé. Donc, moi, les chiens, je les prépare avec un quad. Les chiens tirent un quad. Grosso modo, les chiens, ils tirent entre 300 et 380 kilos à chaque entraînement. Donc, c'est-à-dire qu'on les travaille en puissance pour ce qui leur permet, quand on est avec le traîneau, de pouvoir monter les pentes qu'on va remonter sur la Grande Odyssée VVF. Et puis, après, derrière, avec le quad, on peut reprendre les chiens en vitesse pour donner du rythme. Voilà, les chiens, ça se prépare comme des athlètes qui vont préparer en athlétisme les JO de cet été. Donc et puis après c'est des heures d'entraînement, et puis au fur et à mesure des choses, les chiens se musclent, on travaille la résistance, on travaille la puissance, on travaille la vitesse, pour que ce sont des marathoniens. Hein. Parce que une épreuve comme ça, c'est pas, on ferait 10 km par jour, ce serait pas grand chose, mais bon, il y a quand même des étapes qui font presque 50 km sur la Grande Odyssée VVF. Donc c'est une préparation journalière, c'est des chiens qui s'entraînent entre 5 et 6 fois par semaine. On va dire que c'est sportif de haut niveau. Moi, j'appelle ça sportif de haut niveau, comme à même titre que les champions qu'on va pouvoir voir l'été prochain à Paris 2024. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que en fait, on se rend compte que la préparation, elle est au même titre que des athlètes de haut niveau, et c'est pour ça qu'en fait, on voulait en parler ici. Hein. Il y a le parallèle, il est vraiment tout trouvé. Et justement, ces travail quotidien que vous faites avec vos chiens, ça doit créer une véritable relation de confiance. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire comment, simplement dans la relation que vous avez avec vos chiens, qu'est-ce qui se développe, après toutes ces années, comment on appréhende ça? Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis peut-être un petit peu différent de beaucoup d'autres mushers, parce que moi, mes chiens, ce sont des Sibériens Husky, et tous les chiens que j'ai dans mon attelage,
sont des chiens qui sont nés chez moi. Je n'ai aucun chien qui ne vient d'achat ou autre, parce que tous les chiens sont descendants de ma première chienne. C'est tous des descendants de ma première chienne. Donc on a des chiens qui naissent à la maison, qu'on éduque à la maison, qui sont au foyer avec nous, et puis on les prépare, on les met à l'attelage quand ils commencent à avoir l'âge, on les met à l'attelage. Quand ils sont plus jeunes, et quand ils sont plus chiots, ils voient les autres partir à l'entraînement, ils voient toutes ces choses-là. Donc c'est voilà, les chiens, c'est notre vie tourne un petit peu autour de ça maintenant. Bon, bah écoutez, je suis un peu sans voix. Ça fait vraiment un scénario de film, hein, limite. C'est hyper bon en tout cas ce que vous racontez. Moi, je trouve ça incroyable vraiment cette vie un peu dédiée aux chiens et à l'élevage, voilà, en tout cas de ces braves bêtes. Ensuite, moi, je voulais qu'on s'attarde bien sûr sur l'événement lui-même et que vous nous expliquiez un petit peu comment marche tout simplement la Grande Odyssée. Qu'est-ce que c'est exactement que cette compétition? La Grande Odyssée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'une des plus grandes courses de chiens de traîneau en Europe, voire la plus grande, parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé, bien que maintenant il y en a un petit peu moins qu'il y en a auparavant sur les premières éditions que j'ai pu faire. Mais bon, c'est des étapes quotidiennes qui varient entre 20, 30 jusqu'à 40, 48 ou 50 kilomètres tous les jours. Et puis c'est la caravane du Tour de France. C'est une caravane comme le Tour de France un petit peu. Voilà, c'est tout le monde vit, on vit tous ensemble. Il y a comment ça s'appelle, il y a le staff vétérinaire, il y a le staff de la Grande Odyssée, il y a tous les bénévoles qu'il y a autour de la course, parce que c'est vrai qu'il y a un gros staff, parce que on est quand même il y a plus de 10 vétérinaires qui sont sur la course pour pouvoir justement nous aider si on a un souci avec un chien ou des choses, un chien qui a une blessure ou qui a quelque chose qui va pas bien. Ils sont là 24 heures sur 24. C'est la caravane, c'est comme le Tour de France, voire le Paris-Dakar un petit peu, mais sauf que c'est dans la neige. Un petit peu là, voilà. C'est vraiment incroyable. Ah bah oui, non, c'est quelque chose. Moi depuis que j'ai découvert ça, c'est vrai que voilà, on rêve de ça tous les ans. On attend avec impatience le mois de janvier tous les ans pour vivre ces 15 jours qui sont exceptionnels. Écoutez, moi je vous comprends, franchement, ça donne hyper envie de pouvoir un jour en tout cas participer à ce genre de choses. Vous nous racontez vraiment qu'en fait il y a une ambiance en dehors du fait que ce soit la compète qui est limite festive autour, qui est une ambiance de partage autour de cette passion justement des chiens de traîneau. Bien sûr, bien sûr, oui, parce que moi, après derrière, ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs types de chiens sur la Grande Odyssée. Il y a des chiens de race comme les miens, des Sibériens Husky, qui ont un potentiel, mais ce sont des chiens qui sont sujets à un standard de la race. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec ces chiens-là. On a un chien qui doit rentrer dans le cahier des charges de la race. Et il y a d'autres chiens qui sont fabriqués pour courir. Il y a d'autres chiens où c'est des machines de guerre qu'ils ont, les gars. Ça pourrait, si on regarde un petit peu ces gens-là qui fabriquent des chiens de sport, mais franchement du chien de sport que pour la performance, c'est Sébastien Loeb sur le Dakar. Et puis on va prendre un autre qui va travailler toute l'année et puis qui va avoir une voiture qui va légèrement modifier pour pouvoir faire le Paris-Dakar. En termes de vitesse et de performance, ils ont des chiens, c'est incroyable la vitesse à laquelle ils passent. Moi je me souviens, je le verrai pas cette année parce que Rémi Coste il est pas là, mais quand Rémi il nous double, mais c'est magnifique à voir. Il a des chiens, presque quand les chiens courent, on entend presque les pattes des chiens qui tapent le sol tellement qu'il y a de puissance sur ces chiens. Ah oui, c'est fabuleux à voir. Bon, après derrière, c'est sûr que eux ils peuvent prétendre gagner la Grande Odyssée. Nous on peut prétendre la finir avec des chiens qui sont en super forme le dernier jour. Moi, mon grand plaisir, c'est de voir mes chiens au bout de 3 minutes, une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée de la dernière étape, les chiens qui ont encore de l'envie et qui se remettent à hurler pour repartir. Et ça, moi j'ai gagné ma course quand j'ai fait ça, ma course elle est gagnée pour moi parce que les chiens sont en forme, sont bien, sont pas fatigués, sont pas épuisés, donc ça veut dire qu'on a bien préparé nos chiens, on a fait un super boulot et puis voilà, puis qu'on s'est fait super plaisir pendant 12 jours.
Bah ça c'est sûr, c'est l'essentiel en tout cas de pouvoir faire cette compétition dans les meilleures conditions. D'ailleurs en parlant de conditions, je me doute qu'il doit y avoir des conditions notamment météorologiques qui sont pas tous les jours faciles. Donc est-ce que au cours de vos précédentes participations, vous avez eu des conditions météorologiques particulièrement difficiles ou pas spécialement? Ah bah il y a toujours eu, il y a des éditions où on a pris, moi je me souviens du Tour du Mont-Cenis, on n'y voyait rien, on était dans le brouillard, tempête de neige, on voyait pas à 5 mètres devant, on voyait pas nos chiens de tête, la piste, les piquets, on avait du mal à voir les piquets parce que la piste, au fur et à mesure que la neige était par le vent qu'il y avait et autres, il y avait plus de piste, donc il y avait pas la trace de celui qui était devant nous ou de la motoneige qui ouvre la piste. On voyait rien. C'était il y a eu des conditions comme ça. Il y a eu des conditions où sur des étapes de nuit, il y a le froid qui est tombé très fort. Les descentes, elles étaient un peu difficiles parce que il y a glacé. Moi je me souviens d'une fois, on remontait sur Avoria et puis on était complètement dans le brouillard et puis il y avait quelqu'un qui était un contrôleur qui était à un endroit et puis moi je m'arrête et puis il me dit la piste ça tu remontes par là, tu remontes puis environ 500 mètres après, boum, tu prends à gauche. Eh bien, dans le brouillard, on se rend pas compte de la distance. Hein. À un moment donné, j'ai dit gauche à ma chaîne de tête. Écoutez. Je suis redescendu de 200 mètres dans la poudreuse, en faisant des petits tonneaux avec le traîneau. Enfin bon, bref. Et puis quand j'ai réussi à retrouver la piste, je suis retombé de nouveau au niveau du contrôleur qui m'avait dit qu'il fallait que je passe 500 mètres. Alors maintenant, j'en conclus d'une chose, c'est que quand il y a du brouillard, il faut s'arrêter, il faut attendre que le brouillard passe et on repart après. Oui, c'est sûr que c'est plus prudent. D'ailleurs, alors on vous le souhaite pas évidemment, mais qu'est-ce qui se passe si un chien se blesse en pleine course? Qu'est-ce qu'il faut par exemple surveiller attentivement chez le chien pour évaluer son état de santé? Un chien peut se claquer, un chien peut se faire une petite entorse si la neige est mauvaise, peut y avoir des choses. Donc c'est à nous d'apporter, je dirais, les premiers secours et puis d'arrêter le chien et puis de le mettre dans ce qu'on appelle le sac à chien dans le traîneau. Et puis on l'emmène avec nous, jusqu'éventuellement à un point de contrôle où il y a justement une assistance vétérinaire, comme il peut y avoir sur certaines étapes. Autrement, on le garde avec nous jusqu'à l'arrivée, et puis à l'arrivée, on le confie au service vétérinaire en lui disant on a un chien, celui-là il doit avoir une entorse du poignet ou il a dû se claquer. C'est à nous d'apporter les premiers soins au chien. Ah, effectivement, vous avez du coup cette double casquette, parce que j'imagine vous allez pas laisser la pauvre bête sur le côté et puis repartir comme ça fait pas partie du jeu et puis c'est pas dans l'ADN du musher, ça c'est sûr. En tout cas, non, on aime bien revenir avec nos chiens qui soient en forme, sans blessure, mais bon, c'est vrai que moi, il m'est arrivé une seule fois, c'était sur une étape sur la Fécla où j'ai un chien qui s'est fait un claquage, qui avait une contraction musculaire et le chien, je l'ai mis dans le sac et puis je l'ai emmené avec moi et puis on avait la chance sur cette étape-là où on avait un point vétérinaire. Donc je me suis arrêté au point vétérinaire, j'ai discuté avec les vétos et autres et puis plutôt que je reparte avec le chien dans le sac, c'est eux qui ont gardé le chien, qui l'ont mis au chaud et qui l'ont rapporté jusque sur la ligne d'arrivée. Et puis ils ont fait les premiers soins. Mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé depuis en 16 éditions, parce que là cette année ça va être ma 17e. En 16 éditions, j'ai eu un problème avec un chien une fois. Voilà. Mais bon, ça tout le monde peut même nous, quand on court avec des chiens en montée, quand on aide les chiens, on peut aussi se claquer. Ah oui, ça peut également arriver au musher de se blesser, effectivement. Ouais. Alors justement, moi je voulais évoquer maintenant dans la pratique, comment ça se passe justement une épreuve, en tout cas une étape de la Grande Odyssée.
notamment dans ce que vous avez comme matériel. Qu'est-ce que vous avez justement sur vous pour partir? Et puis, en quoi c'est important d'avoir tel ou tel matériel? Qu'est-ce qui est mieux justement pour performer sur la Grande Odyssée? Alors il y a performer et puis en même temps il y a les règles de sécurité. Oui. Alors en termes de règles de sécurité, l'organisation pose telle chose. Déjà on a une balise GPS dans le traîneau où on est suivi au niveau du GPS par l'organisation. On a un ARVA, on a pelle à neige, sonde, couverture de survie, pharmacie. Des chaînes spéciales pour mettre sous les skis des traîneaux si la piste est franchement verglacée en descente. Ah bon, il y a toute une liste de matériel à avoir avec soi. Et après derrière, pour performer, c'est sûr qu'il y a de moins en moins de traîneaux en bois comme on a pu voir sur les premières éditions de la Grande Odyssée VVF. Maintenant, on a des traîneaux qui sont hyper souples, hyper maniables. On fait du vrai pilotage. Je veux dire maintenant par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant. Auparavant, pour faire tourner un traîneau, c'était quelque chose. Ah bah j'imagine. On avait mal dans les épaules, on avait des courbatures dans les épaules et autres. Mais là maintenant, avec les traîneaux qu'on a, les traîneaux qui sont hyper souples, donc ça se manie très bien maintenant un traîneau. Mais autrement, voilà. Oui, le règlement nous impose ça. Après, quand il y a course avec bivouac, c'est encore autre chose. Quand il y a le bivouac, c'est complètement différent. Il y a du matériel supplémentaire. Parce qu'avec nous, on doit apporter la nourriture pour les chiens. Il doit y avoir les manteaux. Faut le réchaud. Il y a faut duvet, faut matelas. Il y a toute une liste de matériel à apporter. Plus naturellement, tout ce qui va être pommade pour masser les chiens, pour s'occuper des coussinets s'il y a des petites blessures, des fractures ou autres. Donc voilà, mais effectivement il y a effectivement du matériel pour ces étapes à bivouac. Il y a pas mal de matériel. Et après, vous en parliez tout à l'heure, c'est votre 17e participation. Donc après 17 participations, quand même, c'est pas rien. Comment je suppose mieux que pendant vos premières participations, mais comment on gère la pression que représente cette compétition? Alors, gérer la pression, la première année, c'est sûr que ça a été délicat parce qu'on savait pas si on était capable de le faire parce qu'on n'avait jamais préparé des chiens pour faire ça. C'était la première fois. Et puis, ça s'est super bien passé. Et puis, au fur et à mesure des années, on rentre pas dans une routine, mais on a certaines habitudes. Et puis moi, maintenant, je dirais que je suis plus, sur une forme de moins de performance. Moins de performance, c'est parce que par rapport à mon âge, le chien étant vivant, je n'aurai plus de jeunes chiens. Là, ce que je souhaite, moi, maintenant, c'est aller jusqu'à ma 20e LGO, le 20e Grande Odyssée VVF, avec les mêmes chiens que j'ai actuellement. Et qui feront leur dernière Grande Odyssée juste avant de partir à la retraite. Et donc après, je n'aurai plus de jeunes chiens. Donc je le prends complètement différemment maintenant. Maintenant, c'est du plaisir que du plaisir. Si je gagne, c'est très bien. Si je perds, c'est pas grave. Mais ce que je veux, c'est que mes chiens soient en forme et qu'on se fasse plaisir pendant ces 2 semaines. Donc la pression, je dirais que il y en a plus trop. On va dire maintenant, c'est complètement différent. C'est une autre philosophie. Il y a encore 3-4 ans de ça, quand j'allais sur la Grande Odyssée, c'était de faire le mieux avec des chiens en forme et de faire le mieux au niveau du classement et puis de me battre pour être le premier nordique être le premier en chien de race. Voilà, chose que j'ai faite pendant 11 fois. Maintenant, il arrivera avec les chiens que j'ai, que je serai 2e ou 3e ou peut-être 4e, voilà. Mais ça, c'est la vie qui est comme ça, c'est un choix. Et puis c'est un choix, mais voilà. Donc le stress, non, il y a beaucoup moins de stress au jour d'aujourd'hui. Qu'on voyait là, le camion est prêt,
Il y a les croquettes dedans, il y a tout le matériel qui va bien. Il y a juste maintenant, j'ai juste à faire mes sacs pour moi, pour mes affaires, pour ces 12 jours. Le matériel, tout est prêt, tout est sorti. Il n'y a plus qu'à faire les pochettes jour par jour. Et on va partir dans la nuit de vendredi pour être samedi matin à Megève pour tous les contrôles. Moi, j'imagine que vous avez hâte, hein, franchement. Hein. On vous écoute en fait depuis tout à l'heure et c'est assez absorbant. Vous êtes vraiment un puits de science en tout cas pour cette compétition. Et puis on pourrait pas rêver mieux honnêtement pour la présenter. Mais dites-moi. Il est vrai que de toute manière quand on fait ce type de sport parce que naturellement on est amateur, hein, c'est notre métier, c'est le métier que l'on a à côté. Ma retraite maintenant et qui me permet de pouvoir vivre cette passion, parce que le chien on n'en vit pas du chien, à moins de faire de l'élevage, à moins de faire du tourisme, à moins de faire des choses comme ça, mais dans le sport même professionnel du sport, comme on peut entendre comme un footballeur qui est professionnel, dans le chien de traîneau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toujours un musher professionnel, c'est quelqu'un qui va faire du tourisme ou qui va faire de l'élevage. Donc voilà, ça on peut dire que c'est un musher professionnel, mais il ne vit pas du sport. Il vit de ce qu'il y a à côté, de ce qu'il fait à côté avec ses chiens. D'accord. Ok. Bah écoutez, hyper intéressant. Non. Puis moi, ma plus grande fierté, quand même, on a quand même une fierté, et c'est vrai que peut-être que maintenant la motivation est peut-être moindre parce que j'ai des chiens qui sont vieillissants, mais à ce jour, sur les 19 éditions de la Grande Odyssée qu'il y a eu, mon attelage, mes chiens sont les seuls à être montés sur le podium du classement général en chien de race, toutes catégories confondues. C'est un sacré accomplissement. On a fini 3e, voilà, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bah écoutez, moi j'avais juste une petite question un peu indiscrète par rapport au fait que là, tout à l'heure vous nous parliez anciennement c'était des traîneaux en bois. Est-ce que vous en avez toujours par exemple des traîneaux en bois? Alors j'ai un traîneau en bois, oui encore, j'ai un traîneau en bois. D'ailleurs, il est sur une exposition que l'on a fait à côté de chez moi, là, qui est une exposition qui est ouverte pendant 6 mois dans une maison de retraite qui est ouverte à tout public qui habite la région, à tout le monde. Hein. Toute personne, où il y a justement, ça retrace nos plus de 30 ans de mushing avec nos courses, ce qu'on a fait sur les courses, les titres de champion d'Europe, les titres de champion du monde, les éditions de Grande Odyssée, le matériel que l'on avait auparavant, le matériel de maintenant, le matériel d'entraînement, tout ça est exposé à Saint-El, à Saint-Denis-les-Robais, juste à côté de chez moi. Ah, c'est incroyable. Donc, effectivement, on a encore un traîneau en bois. Ouais. Bah écoutez, génial. Est-ce que vous en faites toujours? Vous avez ressorti une fois, vous comptez le ressortir, le traîneau en bois pour le traîneau en bois? Comme ça. Ouais, une fois. Le traîneau en bois, oui, pour faire des expositions ou pour le montrer. Mais vous l'utilisez-vous avec vos chiens, comme ça? Non, parce qu'il y a pas mal d'élastiques qui sont les ligatures, parce qu'avant c'était que des ligatures qu'il y avait dessus, donc je suis pas sûr que les ligatures résistent. Ah, d'accord. Sois sage. Okay, j'ai un chien qui s'excite parce que non, ça. Et non, c'était des ligatures, donc sur les montants des traîneaux pour tenir tout ça, c'était des ligatures. Donc maintenant c'est terminé. Maintenant ça c'est que des choses qui sont souples. D'accord, bah écoutez, moi je vais terminer avec une dernière question. Votre plus beau souvenir en 16 éditions, ce serait quoi, Jean? Pardon, j'ai pas entendu. Votre plus beau souvenir en 16 éditions, qu'est-ce que ce serait? J'en ai plein, mais le plus fabuleux, je vais pas dire que c'est ma première quand j'ai passé la ligne de finisher. La plus belle, c'est Pesay-Valandry, il y a 2 ans, où ma femme courait, elle aussi, sur la course. Elle faisait le trophée, et j'ai réussi à la rattraper. On a fait les 10 derniers kilomètres, on les a fait ensemble, et on a franchi la ligne d'arrivée ensemble. Ouais. Là, je dirais que c'est le plus beau souvenir sur la Grande Odyssée. Je dirais que c'est l'un des plus beaux souvenirs, parce que on peut pas dire qu'en 16 éditions, on ait un seul souvenir. Il y a celui-là, c'est exceptionnel, parce que on partage ça, c'est une vie de famille, le chien, donc parce que on peut pas avoir autant de chiens à la maison si on est tout seul passionné. Ce qu'on a fait, on l'a construit à 2 avec mon épouse, on l'a construit tous les 2.
Et donc c'est pour ça que là, ce jour-là, Pose des Valandries, il arrivait à peser, c'était juste magique. J'en ai encore de l'émotion en parlant. Bah écoutez, ça s'entend, et puis nous aussi sur le plateau, écoutez, on est vraiment on est happé en tout cas par votre histoire et puis par tout ce que vous nous racontez, c'est vraiment magnifique. Écoutez Jean, c'était incroyable de vous avoir sur l'émission. On est vraiment très content de vous avoir reçu et puis c'était un moment magique en tout cas de pouvoir vous écouter parler de votre passion et puis de ce magnifique événement qu'on retrouve ici dans notre belle région. On va vous souhaiter une bonne soirée et surtout bonne chance en tout cas pour cette édition de la Grande Odyssée. Peut-être qu'on vous verra sur la course, non ? Faut voir. On va en parler. Ça sera avec plaisir en tout cas. Ah oui, exactement. En tout cas, venir voir un jour, ça, je pense que je le ferai. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Jean. Passez une bonne soirée et puis merci. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis au revoir et puis bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, Jean. Eh bien, écoutez, waouh. Là, j'en perds mes mots. C'est comme si on était sur un petit nuage. C'est vrai qu'en plus, moi qui aime beaucoup les animaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir des témoignages comme celui de Jean. Ah, mais c'est franchement très très fort ce qu'il nous a raconté. Une superbe intervention de la part de Jean Combazard. Et puis on va se faire une petite pause tranquillement pour reprendre son souffle. Redescendre de son petit nuage. Exactement. Toi, tu vas pouvoir redescendre de ton petit nuage. Ça va être David Guetta tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour en direct sur Radio Grand Lac pour 9-2 Aparté, l'émission 100% sport de l'actualité également savoyarde. Écoute, waouh, là on sort de quelque chose de hyper fort. Je sais pas ce que t'en penses, Laurine. Devine quoi, je suis toujours pas redescendu mon petit nuage. Ah non, mais on a eu un excellent invité. En tout cas, on souhaite encore une fois bonne chance à Jean Combazard pour la Grande Odyssée. Et puis on va passer à la suite. On poursuit donc cette belle émission avec ce fameux stage qui aura lieu ce samedi 13 janvier et qui est organisé par le club France Box d'Aix-les-Bains. Et pour cela, on accueille son président de l'association. Bonsoir Philippe Fontanelle, comment allez-vous ? Eh ben, tout va bien. Alors, moi, je suis pas président, hein. Le président, moi, je suis entraîneur principal et manager. Le président, il est pas là, mais c'est mon fils, Morgane Fontanelle. Eh bien, écoutez... On travaille en famille, donc c'est bien. Mais voilà, c'est une histoire familiale, donc au final, tout va bien. Mais écoutez, tout d'abord, je vais commencer par vous demander, écoutez, c'était l'entraînement ce soir, donc racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé, il y avait quoi comme thématique aujourd'hui ? Ah ben, nous, on s'entraîne tous les jours. Donc là, il n'y a pas de problème, hein. Là, les jeunes, ils s'entraînent de 18h à 21h, 3h. Donc, tous les soirs, on s'entraîne. Voilà. Donc, ils s'entraînent parce qu'il y en a qui font de la compétition, on a du loisir, on a un peu de tout, on a des femmes, des hommes, self-défense, boxe anglaise et boxe pied-point. Dans le pied-point, il y a du full contact, du karaté contact et du boxing club. Voilà. Ah ouais, c'est hyper complet. Écoutez, donc pour ce stage de self-défense boxe anglaise justement, je voulais vous demander d'où est-ce que vient cette volonté justement de partager de plus en plus le self-défense en plus de la boxe. On a toujours fait. Après, peut-être avec tout ce qui se passe, on a de plus en plus de monde parce que voilà, la sécurité, les gens qui veulent, il y a surtout aussi le stress au boulot, donc ça leur fait du bien de taper un peu dans des sacs. Après, on est un club qui a à peu près 400 personnes. 400 adhérents. Sur 400, on en a quoi qui font de la compétition, une dizaine, en haut niveau. Donc c'est bien, mais il n'y a pas tant ça qui, voilà, c'est un autre truc, voilà. Avant, on fait de la boxe, on fait de la compétition. Maintenant, ça a changé, voilà, quoi. Nous, on pense pas à faire de la compétition comme les autres sports. Après, par contre, ceux qui font de la compétition, hein, on évite tout ça. C'est pas eux, faut y aller, quoi. C'est pour ça qu'ils s'entraînent 2-3 fois par jour. Ouais, ça bosse, hein. Ils vont courir, ils vont chez moi, ça c'est normal. Après, ils ont un préparateur physique, mental, voilà, ça bosse. On est obligé quand on fait de la boxe, c'est très dur. C'est un sport qui est très dur. Donc après, c'est sûr que c'est un sport dur, comme je dis toujours. Après, il faut que les gens nous aident aussi, c'est très bien. Voilà. Écoutez, effectivement, nous on vous croit, hein, quand on dit qu'il faut, il n'y a pas de mérite sans le travail derrière. Justement, racontez-nous un petit peu, c'est quoi les bienfaits du self-défense particulièrement, et puis mais aussi après de la boxe et puis des différents sports de combat et de contact que vous proposez. Ce samedi, on a un stage avec Frank Proper et moi. Voilà, donc on va faire du self-défense. Self-défense, un peu du Krav Maga, c'est un peu la mode.
savoir un petit peu se défendre, et puis surtout pas avoir peur quand il y a un souci, donc c'est très bien. Après, il y aura de la boxe anglaise avec moi et du pied-point, full kick. Donc c'est un mélange de tout qui amène, avec tout ça, on peut arriver à s'il y a un problème, être sûr de soi, être mieux, quoi. Après, on n'est pas parce qu'on fait des sports de combat qu'on est les meilleurs, hein. Il y en a qui sont très bons dans les salles, et puis quand il arrive un problème dans la rue, c'est complètement différent. Donc ce qu'on leur apporte, c'est le défense, la boxe anglaise, tout ce qu'on fait nous, ça peut apporter quand il y a un petit problème avec le stress. Voilà. D'accord. Bah écoutez, après dans les bienfaits physiques justement que ça a sur le corps, voilà, qu'est-ce qu'on développe justement physiquement quand on pratique ce genre de discipline? C'est bien, la boxe, il y a des déplacements, tout du gestuel. C'est un sport qui apporte tout, hein. On se muscle partout. On bouge, donc voilà, après on fait de la corde à sauter, il y a des gants, il y a du sac, on a des rameurs comme tous les autres sports, on a du vélo, on a des assaut bikes, c'est un truc qui est super. On fait des abdos, bien sûr. Hein, on gainage. C'est un sport qui est complet, quoi. Voilà. On va courir, c'est bien. On marche aussi. Bonjour Monsieur Fontanelle, j'avais une petite question pour vous. Je voulais faire un crochet sur la boxe anglaise, sans mauvais jeu de mots, par rapport à Romain Klein que je suis sur les réseaux. Je voulais savoir. J'ai pas tout compris, excusez-moi. Je voulais savoir par rapport à Romain Klein, un de vos boxeurs. Romain Klein? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé en lui qui a fait que... Alors, Romain Klein, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Il a quand même pas loin de 10 combats, 8 gagnés, il est très bien. Donc, en lui, déjà, il s'entraîne beaucoup. Donc, c'est bien. Et puis après, il a aussi des qualités, hein, comme il a peut-être un peu plus que les autres, je sais pas. On verra sur le tas après. Hein. Pour l'instant, il marche très bien. Et puis après, j'en ai des autres. Hein. J'ai Lucas Léger qui marche très bien. Et là, j'ai la Coupe de France qui va arriver. Et c'est bien. On a Jimmy Lalin qui est qualifié. Voilà. On peut le dire. Aujourd'hui, j'ai reçu de la CD. Jimmy Klein, il va faire la Coupe de France fin janvier à Saint-Avold, c'est vers Metz. D'accord. Ça vous tient à cœur vraiment de développer cet aspect compétition dans votre club, peut-être après en nombre de gars qui font de la compète, mais après aussi en qualité, et il faut que ça monte encore plus haut, quoi. Moi, je suis compétiteur, j'ai toujours été compétiteur. Donc après, on prend tout le monde. On est plusieurs profs, hein, on est 6. Mais c'est vrai qu'après, s'il y a quelqu'un qui a des qualités, ça se voit, hein, qui va pas trop mal, il faut que ça boxe. Après, il faut qu'il boxe et surtout qu'il m'écoute. Donc après, voilà. Après, s'il y a tout ça avec, ils doivent y arriver. Ce n'est pas une baguette magique, mais déjà travailler. Voilà. Il y en a qui ont des qualités, mais qui travaillent pas. Donc ceux-là, à mon avis, ils y arriveront jamais. Moi, j'ai aimé quelqu'un qui a moins de qualité, mais qui bosse. Comme partout, hein, dans la vie, hein. Bah c'est clair, c'est un peu une leçon de vie, en tout cas c'est souvent ce qu'on retrouve en tout cas dans les valeurs des sports de combat. Même si c'est pas vous le spécialiste, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu concrètement ce qui se passe quand on fait du self-défense? Qu'est-ce que c'est le self-défense? Je suis spécialiste aussi, hein. Je suis un tourneur de karaté. Bah écoutez, si vous l'êtes aussi. Il n'y a aucun problème, je fais pas que la boxe. Moi, j'ai commencé le judo à l'époque. Non, mais je vous explique. Mon parcours, hein, j'ai 60 ans, j'ai toujours été dans le sport de combat. J'ai fait que ça. D'accord. Après, j'ai la chance de travailler à la ville. Je m'occupe maintenant aussi des handicapés en sport. Après, le self-défense, c'est un peu... La base de tout, c'est la boxe anglaise. Après, tout ce qui arrive après, les blocages, tout ça, c'est un autre truc. Mais je veux dire, il y a les poings, les pieds. C'est complet. Et le self-défense, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup aussi pour les filles. Voilà, les femmes. Donc voilà. Il y a beaucoup de problèmes pour les femmes et tout. Malheureusement, ça leur apporte un bien fou. Voilà. Un coup de pied, tac, et puis après on part. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Et puis, elles s'entraînent, elles font, comme je vous dis, il y a du sac, des boucliers qu'on est en train de faire. Ça peut leur apporter plein de choses. Ça enlève le stress, même pour quelqu'un qui a un boulot dur ou qui n'est pas bien avec son patron. Ça lui fait du bien. Pour se sentir un peu plus en sécurité. Moi, je voulais revenir sur le stage. Est-ce qu'il y a besoin forcément d'être expérimenté ou on peut venir participer à ce stage sans expérience? Du tout. Exactement. Ce stage, il faut l'essayer parce que Franck Repère, il est quand même mondial connu. Il est sur YouTube, c'est 2 millions de vues.
il est 7e dan de Penchila, c'est quand même quelqu'un qui est connu. Aix-les-Bains, Philippe Fontanelle, moi, on est connu en anglais et en pied-point, donc ça va faire un bon parcours et un bon stage. On a déjà fait 3 stages dans ma vie. J'ai fait venir Batesti, qui était très bon. J'ai fait venir Paturel, ancien policier du RAID, et lui. Donc pour une région comme Aix-les-Bains, c'est très bien. Et puis en plus, ça peut, on a du monde. J'espère qu'il y aura encore plus du monde. Ils vont écouter votre émission. Les journaux, on a fait la presse, on a fait les affiches et tout. Ça parle. J'espère faire 80, 100 personnes. Pour l'instant, ça bouge. Voilà. D'accord. Et il est ouvert à tous les âges? Ouais, on a commencé, on a mis 14 ans, 13, 14. Et après, on a un peu de tout le monde, ouais. Ok, bah écoutez, c'est super, en tout cas. On a pas mal de femmes qui vont venir. Pour les horaires, comment ça se passe? Eh ben, je vais vous le dire. Bon, c'est sur, on a mis sur Internet, hein, il y en a partout, sur la page Facebook. On a sur FranceBox Aix-les-Bains, w.fr. On a les horaires, ça commence à 9h. On est à Marios, à la salle G4, une très belle salle, toute neuve. Et c'est de 9h à midi, il y a une petite pause. Après, on va tous manger ensemble en bas, vers le Vivier, à l'eau Baribal. On a préparé un menu sportif à 15 €. Et après, hop, on remonte, on rebosse jusqu'à 17h. Donc c'est pas mal déjà. Ah bah c'est clair, c'est un beau programme. 40 € de 9h à 17h, c'est donné. C'est du 5 € par heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. En plus, il y aura plusieurs sports de combat qui vont venir. Il y a le Krav Maga, bon, il y a nous, la boxe anglaise, boxe pied-point, il y a Vauglan, il y a le Krav Maga, il y a le karaté, tous les karatékas, il y en a qui m'appellent, les judokas. Donc c'est bien, il y a un peu plein de disciplines. Il y en a qui connaissent rien du tout, mais qui vont venir quand même parce que ils veulent voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est bien, j'espère. Et vous trouvez ça bien justement que toutes ces disciplines puissent se réunir, voilà, pour proposer ensemble différentes offres et différentes façons d'aborder le sport de combat? Bah pour moi c'est le top. Hein. Moi celui qui sait tout faire, la science impluge, il n'y en a pas. Donc le but c'est de venir et d'essayer, voilà. Et bien justement, moi j'ai une question à vous poser. Si par exemple, je me prends comme exemple, je venais demain à 9h participer à ce stage, qu'est-ce que concrètement vous me feriez faire, voilà, tout au long de la journée comme type d'exercice et ce genre de choses? Bah vous allez faire comme nous, hein. Il y a un échauffement, on va vous faire voir les déplacements, on va faire le bras avant, le bras arrière, les jambes et tout. Ça c'est avec une partie avec moi. Après avec Franck Roper, tout ce qui est prise et clés. Ah bah il y a du boulot, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas en une journée qu'on va tout faire. Mais ce qui est bien, c'est une approche pour qu'après, tous ces gens qui vont venir, ou alors les experts qui vont avoir plus qui en feront plus pour s'inscrire dans les salles de sport. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, moi, quelqu'un qui n'en a jamais fait, va dire, ah, c'est pas mal, où il y a du scred, du Krav Maga, du self-défense, chez nous, ils pourront s'inscrire. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui est important. Et pour vous, c'est vraiment important que ce genre de stage et d'initiative, ça se reproduise, voilà, dans les années qui suivent et qu'il y ait une véritable continuité. Ça change un peu toujours des sports de sport d'équipe, toujours du foot. J'adore le foot, le rugby. Là, il y a un stage avec des pros, des experts, et en plus un sport individuel comme la boxe. Moi, je trouve que c'est bien pour une ville comme Aix-les-Bains. La boxe, en plus, on organise chaque année un gala de boxe depuis 23 ans. Au Casino d'Aix-les-Bains, on arrive toujours à faire 1000 personnes, nos amateurs, nos pros qu'on va avoir, donc c'est super. Bah justement, vous parlez du fait que voilà, il y a cet aspect expert justement que vous apportez vous et vos collègues pendant ce stage. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là. Et puis expert aussi dans le sens où justement voilà, vous avez l'organisation de ce gala. Parlez-nous un petit peu plus de quoi il va retourner et puis comment ça va se passer. Alors le gala de boxe, on fait chaque année au Casino, c'est le 16 mars, pardon. Chaque année à peu près dans cette période. Donc on va faire boxer nos boxeurs. On va déjà les voir. On en a à peu près, pour cette année, c'est ce que je disais, on a à peu près une dizaine. Il y a Jimmy Lalin qui va passer pro, va faire cette Coupe de France. Il va passer pro, donc c'est bien un Aixois. On en a déjà eu, mais là c'est bien. Après on a des autres Aixois élites comme Romain, plus on a Lucas Léger, un jeune boxeur mais qui a toujours eu et qui progresse avec les autres. Donc ça fait
Et entre, on aura aussi, il y a de la danse, il y a ci, il y a là, donc c'est sympa. Avec notre super animateur, Jérôme Louveton, qui est très connu. Il doit travailler peut-être chez vous, je m'en rappelle pas. Eh oui, on le connaît bien, Jérôme. Mais oui, je t'embête là. Alors donc, voilà. Il sera là aussi samedi. Donc, nous, en plus, c'est le speaker qu'on a depuis très très longtemps. Écoutez, c'est génial, franchement. Là, il y a que des bonnes promesses, en tout cas, pour ceux qui auraient envie de s'inscrire. Moi, je les incite en tout cas à le faire. Est-ce que vous avez encore des questions, peut-être ? Non, c'est tout bon. J'ai pas mal parlé. Bah alors moi, j'en aurais simplement une dernière pour vous. Allez, en termes de jeunesse dans votre club, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est une vraie priorité pour vous, voilà, d'intéresser et puis d'essayer de vraiment créer une espèce de taux de conversion sur ce stage au niveau de la jeunesse et des jeunes ? Alors, on aura des jeunes, bien sûr, du club et ainsi de suite, des autres qui vont venir. Il y en a des gens qui vont appeler parce qu'ils étaient en vacances, qu'ils vont au ski et puis qui vont peut-être pas, ils vont venir après, bon bref. Et en plus, ce qui est bien, nous on a une école de boxe éducative, on a 100 gamins à peu près. Donc on a le mercredi après-midi, j'en ai au moins 50 en anglais et 50 en pied-point à peu près. Donc on a une grosse équipe on a toujours eu de boxe éducative. Ça démarre à partir de 6 ans jusqu'à 14-15 ans. Après c'est des ados, on les met dans les autres groupes le soir. Donc c'est déjà pas mal. Et nous, la moyenne d'âge, on a de 6 ans à peu près jusqu'à le plus ancien, on a jusqu'à 85. Quelqu'un qui boxe chez vous à 85 ans ? Eh oui, il donne la leçon même en plus. Waouh. Eh ouais. Ah ça c'est fort. Mais non, mais... Moi, c'est toujours bien de continuer à en faire, même à cet âge-là. Moi, je trouve ça admirable. Mais en tout cas, merci beaucoup, Philippe Fontanel. Philippe, je suis désolé. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations et tous ces beaux conseils. En tout cas, voilà. Encore une fois, ce soir, c'était une émission de passionnés. On a senti, chez vous, beaucoup de passion. Donc, écoutez, on espère encore une fois que vous allez avoir beaucoup de monde pour samedi et que ça va bien se passer pour vous. Déjà, merci de m'avoir accueilli. Et puis en plus, ça va, j'espère, amener du monde en plus. Et puis voilà, donc je leur dis, on les attend. Voilà, on a tout pour. Une bouteille d'eau, une serviette et en avant. Exactement. C'est parti. Écoutez, merci beaucoup Philippe. Passez une bonne soirée et puis bonne chance en tout cas pour samedi. On a oublié le prix, 40 €. On l'a dit. 40 €, écoutez, voilà, c'est retenu. 40 € pour ce stage samedi, boxe pied-point, boxe anglaise et self-défense. Merci beaucoup Philippe et passez une bonne soirée. Vous allez passer, si vous avez passé. Gérald, merci. Il faudra qu'on voit. Passer nous faire un petit tour, un petit coucou, et puis venez passer avec nous pour voir un peu ce que ça donne. Allez. Écoutez, si j'ai le temps, j'essaierai de me libérer dans mon emploi du temps. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Waouh, Philippe, c'est un personnage, c'est un personnage. Il parle énormément, mais franchement, c'est super intéressant et animé par sa passion. Pour de vrai, vraiment. Donc c'est très très cool. Écoutez, on va encore une fois se quitter quelques instants, prendre un grand bol d'air et puis on écoute Calvin Harris. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour la dernière partie de cette émission. Et bien là, on vient de sortir d'une page sport combat particulièrement haute en couleur, franchement, avec Philippe qui était à fond. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir que il y a de l'envie et il y a de la passion et il y a cette envie de transmettre avec ce stage qui se passe samedi qui arrive, samedi 13 à Aix-les-Bains, pardon. Et bien écoutez, on va finir tranquillement, comme d'habitude, l'émission avec les chroniques de Justine et de Driss. Alors Justine, pour débuter, tu voulais nous conter les incroyables performances des féminines françaises en biathlon. Qu'est-ce qu'il en est ? Ouais, c'est bien ça. Les femmes, elles ont brillé ce week-end. Notre Savoyarde Justine Brezas-Boucher, elle remporte une 4e victoire d'affilée lors de l'épreuve du sprint pour la reprise de la Coupe du Monde à Oberhof. Après son triplé en Suisse il y a 3 semaines, elle arrive devant l'Allemande Franziska Preuss en 22 minutes 43. Et les Françaises ont toutes été brillantes durant ce sprint, puisque 5 places sur 10 sont françaises. On y retrouve Sophie Chauveau à la 3e place, ainsi que Jeanne Richard, Lou Jean Monod et Julia Simon, respectivement 8, 9 et 10e. Sur la poursuite, c'est Julia Simon qui décroche sa première victoire de la saison et qui met fin à la série de victoires de Justine qui finit, elle,
deuxième quand même de la course. Et les Françaises n'avaient pas fini de briller puisqu'elles arrachent la victoire au relais à Oberhof, mais également hier à Ruhpolding, à peine 72 heures après leur précédente victoire, où elles se sont battues face aux Allemandes et aux Suédoises et où Julia Simon a fait la différence sur la fin de course. Ça fait donc 8 victoires françaises sur 13 courses. On leur souhaite donc de continuer sur cette lancée tout au long de la saison. Exactement, toute l'équipe de 9-2 Importé leur souhaite encore beaucoup de réussite à nos Françaises. Et puis tu voulais nous dire qu'il y avait du nouveau concernant le club de football américain de Chambéry. On est sur le top départ de la saison, il me semble. Oui, c'est ça, une petite actualité pour nos aigles de Chambéry qu'on a pu recevoir il y a quelques semaines au studio. Leur calendrier des matchs de championnat régional est tombé. Ils vont commencer la saison dimanche, le 14 janvier, face à l'Entente Rhino-Saint, et ils joueront à domicile au stade Armand Serralini à 14h à Chambéry. Pour nos auditeurs intéressés, l'entrée elle est gratuite. Et on leur souhaite bonne chance on leur souhaite une très bonne saison, et surtout un très bon premier match. Exactement, bonne chance à eux en tout cas, bonne chance aux aigles de Chambéry, et merci beaucoup pour cette chronique, Justine. Eh bien, alors Driss, c'est à toi. Tu voulais bien sûr nous raconter la folle soirée de Coupe de France au Chambéry-Savoie Stadium. Dis-nous tout. Alors, incroyable soirée. Malheureusement, notre épopée s'arrête dès les 32e de finale. Ça reste un magnifique parcours pour un club amateur. Les Chambéens se sont inclinés 3-0 malheureusement. Dès la 7e minute, on a l'ouverture du score de Skita, le Finlandais, qui ensuite double la mise dès la 35e. Et puis le buteur maison du TFC qui clôt les débats à la 80e. Ça reste une très bonne expérience pour nos Chambériens. Je pense qu'ils ont récidivé de l'année dernière, où ils sont allés, on le rappelle, au Groupama. Voilà, on peut dire aussi qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Ils ont su jouer au ballon. Ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils ont clairement imposé un défi à cette équipe de Ligue 1. C'est une équipe, un club amateur qui a aussi pris le moins de buts parmi les autres petits poussets de la compétition. On a vu que les Golden de Martinique ont pris 12-0 face à Lille, donc on peut s'estimer heureux d'avoir seulement perdu 3-0. À noter aussi l'entrée de Nassim Akrour, 49 ans, un symbole de notre équipe. C'est vraiment époustouflant ce qu'il produit encore à son âge. Maintenant, à cause de l'élimination, on pourra se concentrer uniquement sur le championnat, donc c'est un mal pour un bien. Il faudra bien sûr se maintenir et pourquoi pas jouer la montée. On sait très bien que le CSF est 6e à seulement 8 points du leader. Pendant cette rencontre, on a eu des occasions plutôt à la fin, je vais dire, parce que on aurait pu réduire le score grâce à Jordan Scarantino. Vers la fin, il y a eu une belle occasion au second poteau, ou même une tête de Théo Braillon dans les arrêts de jeu, il me semble. Donc c'est dommage. Le seul dernier poussé de la compétition et aussi de notre région, c'est Saint-Priest, donc on leur souhaite un beau parcours. Et on espère que l'année prochaine, le CSF récidivera encore une belle prouesse comme nos deux dernières années. Non, mais t'as raison, hein. Franchement, ça fait 2 ans de suite que le Chambéry Savoie Football se fait sortir par un club de D1. Donc en fait, ils vont au maximum de ce qu'ils peuvent faire et de leur capacité, j'ai envie de te dire. Et puis franchement, moi ce que je retiens surtout de ce match, c'était l'ambiance qu'ils ont pu avoir apportée justement par les supporters du CSF dans les tribunes et même au début du match. Moi j'ai pu voir des images sur les réseaux et puis sur les résumés du match, le public était très chaud, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'était fantastique. Tout le monde était derrière nos joueurs, donc ça fait plaisir. Et puis on peut dire aussi qu'ils prennent de l'expérience. C'est des matchs avec des matchs charnières, vraiment. Exactement, des joueurs professionnels en face, donc c'est vraiment incroyable. Ils prennent de l'expérience. On sait que l'année dernière, des joueurs ont eu des opportunités dans d'autres championnats étrangers, donc ça, c'est toujours agréable de les voir partir, s'exiler et faire une carrière de football, clairement. Donc c'est agréable de les voir performer à ce niveau-là. Exactement. En tout cas, le club prend en galon et puis continue de se développer. Et puis peut-être qu'encore une fois, on pourra les retrouver en play-off à la fin de la saison. Faut voir, on espère. Voilà. Donc toujours dans le football local, tu as des nouvelles pour nous du club d'Aix-les-Bains et de notre pensionnaire de Ligue 2, le FC Annecy. Exactement. On avait fait le point avant de partir avant les fêtes. On sait que la situation d'Aix-les-Bains était un peu décevante. Malheureusement, ils sont derniers de leur poule en R1. On sait qu'ils ont un peu mal géré la descente l'année dernière.
Mais leur premier match en 2024, c'est en Coupe Laura, donc pourquoi pas performer en Coupe et relancer cette saison et pourquoi pas performer pour un peu sauver la saison et aussi se concentrer sur le maintien. Ils affronteront la Murette chez eux le 16 janvier pardon. Donc pourquoi pas bien performer et aller de l'avant pour nos Aixois. Ouais. Ensuite on a le FCNC, donc toujours dans le ventre mou de la Ligue 2. Eux ils reprendront le championnat le 13 janvier avec un déplacement sur la capitale pour affronter le Paris FC qui est seulement 10e de Ligue 2. Donc un match assez important où on pourra sans doute prendre des points importants et se maintenir et pourquoi pas aussi se rapprocher des places du haut tableau. Exactement, je vous conseille d'allumer la télé en tout cas samedi pour supporter les Annéciens. Ensuite, tu voulais nous parler de la team Chambé, un coup d'œil en tout cas sur leurs résultats. Comment se débrouillent les hommes d'Éric Maté, dis-nous? On s'était quitté sur une élimination en Coupe de France, donc on était un peu triste. Malheureusement, ils se sont repris face à la même équipe qui les avait éliminés, donc Rennes. Ils se sont imposés et ensuite on fait une magnifique prouesse de s'imposer contre un top 5 de la Star League, Saint-Raphaël, et avec la manière, donc ça fait plaisir. Il faudra bien commencer l'année à Créteil le 10 février prochain. Contre Saint-Raphaël, c'est toujours des gros matchs en Star League. Moi, je me rappelle d'un que je suis allé voir justement au Phare l'année dernière. Ça avait donné un super match que la team Chambé avait remporté en plus. C'était que du bonheur. En tout cas, pour finir, on va faire un petit point sur Aix-Maurienne Savoie Basket. Comment est-ce que ça se passe pour nos Aixois? Alors malheureusement pour Aix, ça se passe c'est un peu dur cette année, clairement. Ils sont clairement dans la lutte du maintien. Mais on a noté une très importante victoire face à Châlons-Reims. C'est un concurrent au maintien, donc c'est toujours important les matchs à coup près comme ça où tu les empêches aussi de prendre des points et en même temps tu te mets à l'abri. Ils vont jouer une autre équipe qui joue le maintien à l'extérieur cette fois. C'est Angers qui est relégable, donc ce sera aussi un match important et on espère que voilà ils vont faire comme le 19 décembre dernier où ils se sont imposés face à un top 5 de la Pro B. Donc voilà, c'est important que Aix prenne match par match et essaye de tout simplement se maintenir cette saison. Exactement, exactement, match par match. Je trouve que c'est la bonne phrase pour l'ASMB et puis pour qu'ils nous fassent une bonne fin de saison tranquillement et puis que ça permette de recréer un cycle surtout positif pour eux et qu'ils enchaînent les bons résultats. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup Driss pour cette chronique. C'était super. En tout cas, on a terminé pour cette émission de ce soir. Superbe émission. Merci Laurine d'avoir partagé l'antenne avec moi. Merci Driss. Merci Justine. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Imparté. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite.